Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. En grec, démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. En grec, aristos, c'est le meilleur, et kratos, c'est le pouvoir. En aristocratie, ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. Oligos, c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les 5 ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques, dénommé classe politique. Les représentants écrivent et votent les lois, pas le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir. Ce mensonge perdure encore de nos jours. Si nous étions en démocratie, nous voterions nous-mêmes les lois, par des votations ou des référendums, et nous pourrions aussi en écrire, en proposer. En France, les représentants du peuple sont des politiciens de carrière, pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures, âgés de 60 ans en moyenne. Ils ne sont en rien représentatifs du peuple français. Une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique, les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée et la législation établie. Les représentants votent selon leurs opinions, leurs intérêts, leur complicité ou leur carrière politique. Ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote. Les textes de loi sont dans 9 cas sur 10 rédigés par de hauts fonctionnaires non élus. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner ses maîtres. Les partis politiques, apparus dans les années 1840, étaient un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquences. Car si les lois étaient votées par le peuple, ce qui définit la démocratie, il n'y aurait pas de manifestations, pas de grèves, pas de mécontentement ou de troubles sociaux. Le peuple serait souverain. Durant la Révolution, les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Écoutons Francis Dupuy-Derry, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. En fait, c'est la fameuse question en philosophie politique, c'est qui décide? Le meilleur régime, on pose la question du meilleur régime, et la question du meilleur régime, c'est qui peut prendre les décisions? Et donc, généralement, la philosophie politique, dans l'histoire, elle a, d'un point de vue mathématique, 3 ou 4 solutions. Soit une seule personne décide, c'est ce qu'on va appeler une monarchie. Évidemment, les critiques de la monarchie vont dire que c'est plutôt une dictature. Après ça, il peut y avoir une minorité de gens qui décident. Ça sera une aristocratie, donc elle peut être élue, ça peut être des grands prêtres, ça peut être des chevaliers, des guerriers, des nobles, ça peut être des élus, les députés par exemple. Donc ça, c'est une aristocratie élective, c'est une minorité qui décide. Vous pouvez avoir la majorité qui décide, donc là vous avez la démocratie. Et puis on pourrait dire qu'il y a un 4e type de régime qui serait, disons, l'anarchie, où là c'est tout le monde vraiment qui s'entend sur chaque décision, c'est un système consensuel. Il n'y a pas d'imposition de la décision par la majorité par exemple, comme en démocratie. Mais donc ce qui est important de voir, c'est comment on fait fonctionner le processus de prise de décision. Qui y participe en fait? On l'a dit tout à l'heure, on fait toujours remonter l'histoire de la démocratie à la cité d'Athènes dans l'Antiquité. Et on dit généralement que la démocratie prend une pause d'au moins 1 millier d'années. Oui. Elle réapparaît via la filière arabe dans les textes et elle féconde l'esprit et les textes
des philosophes de la Renaissance. Donc ça, c'est un mensonge. Je vous arrête, c'est un mensonge et c'est un mythe de dire la démocratie est née à Athènes, quelques centaines de siècles avant Jésus-Christ. Elle y vit à peu près 200 ans, ou à peu près. Et puis, comme vous dites, elle prend une pause, et puis elle réapparaît. Puis là, bon, il y a des débats. Elle va réapparaître, disons, avec la guerre de l'indépendance aux États-Unis, ou la Révolution en France, ou la fin du 19e siècle. Bref, ça dépend. Mais disons, elle apparaît à peu près à ce moment-là. Évidemment, d'un point de vue, premièrement, historique, c'est simplement faux. C'est-à-dire que la cité d'Athènes, elle est vaincue politiquement. Et puis après ça, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent entre les deux. Donc, c'est pas une renaissance de la démocratie qui a lieu en Europe à partir de l'expérience athénienne. Il y a eu l'Empire romain, après ça, il y a eu la décadence de l'Empire romain, après ça, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu les différents royaumes dans le Moyen-Âge, après ça, il y a eu la Renaissance, après ça, etc., etc. Et donc, ce qui apparaît au 18e siècle ou au 19e siècle n'a plus rien à voir avec Athènes. Et même, par exemple, nos fameux parlements, ils sont des créations des rois au Moyen-Âge. Pour les aider à lever des taxes et des impôts, ils convoquaient en fait les grands du royaume, les seigneurs, les nobles, et c'était ça le Parlement. Ça n'avait aucune fonction démocratique et au fil du temps, le Parlement est devenu une instance décisionnelle. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec Athènes. Et dans tous les cas, c'est ce que j'essaie de démontrer aussi dans le livre, c'est que ceux qu'on va appeler les pères fondateurs de nos démocraties modernes, de ce qu'on va appeler nos démocraties modernes, donc soit aux États-Unis, soit en France, les pères fondateurs des deux côtés de l'Atlantique considèrent que Athènes est un mauvais modèle. Pour eux, le modèle, si on a un modèle à imiter de l'Antiquité, c'est probablement Rome, peut-être Sparte, mais en tout cas certainement pas Athènes, parce qu'ils ne veulent absolument pas que le peuple puisse se gouverner seul. Et à ce sujet-là, vous dites que dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1787, on ne retrouve aucune fois le mot démocrate ou démocratie. En fait, le mot démocratie, il est à peu près jamais utilisé ou très, très rarement utilisé au moment de la Révolution française ou de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et quand il est utilisé, c'est presque toujours pour étiqueter un adversaire et le délégitimer. Donc, on ne se revendique pas démocrate, mais on accuse l'autre d'être démocrate. Démocrate était en soi un mot dénigrant. Le démocrate, c'était par définition un jeune de 20-22 ans, un peu idéaliste, qui n'avait pas encore de responsabilité dans la vie et qui voulait trop de liberté, qui aimait un peu l'aventure et qui n'était pas très sérieux politiquement. Et il y a des citations dans le livre où justement des politiciens comme John Adams et d'autres disent « c'est normal d'être démocrate à 20 ans, mais franchement à 40 ans, c'est pas sérieux ». Et les démocrates, donc, c'est ceux qui sont considérés comme voulant des transformations trop radicales au niveau politique et surtout aussi, très important, au niveau économique. Ce qu'on a oublié un peu aujourd'hui, c'est que au 18e siècle, le démocrate, c'est celui qui est du côté des pauvres. Et c'est celui qui est du côté contre les riches et c'est celui qui veut, en fait, un système économique égalitaire. Et les élites républicaines, elles sont contre l'égalité économique. Elles sont d'ailleurs généralement membres de l'élite financière. Et donc, elles se sentent menacées par la démocratie, en fait. Et donc, elles fondent un régime antidémocratique. Quand vous dites que la modernité est une période antidémocratique, ça a dû soulever énormément d'opposition parmi les très nombreux spécialistes de l'histoire des démocraties. Mais je suis pas le seul à le dire. C'est ce qui est à l'origine en fait de mon travail par rapport à l'histoire du mot démocratie, c'est que je suis tombé sur des textes du 18e siècle de fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux États-Unis et en France, et leurs propos explicitement, quand ils utilisent le mot démocratie, ils sont contre la démocratie. Et donc, j'ai vraiment eu une interrogation, c'était pour moi mystérieux. Je me disais, comment comprendre que des régimes qu'on associe, nous, aux plus grandes démocraties occidentales, comment comprendre qu'ils aient été fondés par des antidémocrates qui étaient explicitement antidémocrates? C'était ça que je cherchais. Je voulais savoir quand le mot change de sens, devient un terme positif et qui ne décrit plus des assemblées populaires, mais il décrit un régime parlementaire électoral. Et c'était ça ma recherche et ma façon de trouver la réponse, ça a été d'aller dans les textes de l'époque. Et donc, au fur et à mesure que je lis les textes de l'époque, on trouve des réponses, en fait, parce qu'on voit bien, et les acteurs à l'époque même, ils sont conscients qu'ils changent le sens des mots pour des raisons politiques. Selon vous, est-ce que la démocratie directe est une institution qui favorise automatiquement les plus pauvres parce qu'ils sont toujours plus nombreux que les riches? C'était ce que disait Aristote, et c'était entre autres à l'époque de la Grèce, pourquoi des philosophes importants étaient contre la démocratie. Ils disaient c'est mathématique. Dans des sociétés où il y a une inégalité économique, les plus pauvres sont toujours plus nombreux que les plus riches. Et donc, si on donne le droit de vote à tout le monde, nécessairement la majorité est aux pauvres, et donc c'est un problème. Évidemment, si vous avez une société qui a moins d'inégalité économique, ce problème tend à disparaître.
c'est généralement ce que la majorité des pauvres vont proposer, qui ait en fait moins d'inégalité de richesse. C'est généralement ce que les riches ne veulent pas, pour des raisons absolument évidentes. Les riches veulent conserver leurs privilèges. Au niveau politique, ils vont pas le dire aussi clairement. Ils vont trouver des excuses, des justifications. Et la justification principale, c'est de dire que les pauvres sont pas aptes à prendre les bonnes décisions en politique, et donc il faut les neutraliser. Et tout ce qui est... et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, le régime parlementaire, le régime électoral, est un régime où les pauvres ne participent pas des prises de décision. Si vous regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables. Il y a une idée qui fait son chemin. Sans doute que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, c'est de tirer au sort des citoyens et de les nommer sur des comités pour qu'ils prennent des décisions au lieu de fonctionner avec des élections. Oui, donc à Athènes, justement, dans Athènes de l'Antiquité, comme on avait cette idée que tous les citoyens sont égaux d'un point de vue politique, on se disait on n'a pas besoin de voter pour choisir les meilleurs d'entre nous, puisqu'en principe, on se considère à peu près égaux, et donc on va tirer au sort. Et donc, effectivement, on tire au sort pour nommer les membres des jurys, par exemple. Et souvent à Athènes, ce qui impliquait aussi les nominations pour des postes comme, par exemple, la présidence de l'Assemblée, c'était des mandats très courts. Donc, par exemple, on ne présidait qu'à une seule Assemblée. Et donc, en ayant des mandats très courts, on ne pouvait pas accumuler, en fait, du prestige et du pouvoir et de l'influence en tenant un poste. On pouvait être moins facilement corruptible, un enjeu qui pourrait évoquer certains problèmes au Québec, par exemple. Et donc, il y avait différentes façons comme ça de restreindre, disons, le risque d'une influence indue de gens qui occupaient des positions particulières dans le système de démocratie. Dès qu'il y a un système de domination politique, vous allez avoir de la concurrence plutôt que de l'entraide. Et un bon exemple, évidemment, c'est le système électoral. Les candidats luttent les uns contre les autres avec leur camp, leur parti, leur faction, pour s'emparer du pouvoir. Et donc, c'est totalement contre-productif d'avoir comme ça une mise en concurrence d'individus ambitieux qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent avoir nos votes et nos suffrages. Et Kropotkin, lui, en fait, est allé voir en Sibérie et ailleurs, dans l'histoire aussi de l'humanité, et il a constaté qu'en fait, la majorité des êtres vivants progressent beaucoup mieux si elles s'entraident, plutôt que si elles sont en concurrence. Et donc, l'entraide est aussi un facteur d'évolution, contrairement à ceux qui ont mal lu Darwin, qui pensent qu'on est toujours tous en concurrence et qu'on le sera toujours tout le temps. Écoutons le philosophe Alain Badiou parler de la démocratie actuelle. Voyez-vous, Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Hein. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire, le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison ? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison ? Parce que sous la démocratie, on peut vivre. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait. Il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade, n'est-ce pas ? Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie, je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là. Parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi,
ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'ils puissent alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout en démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Qui gouverne dans la cité juste, dans la cité idéale? Eh bien, qui gouverne normalement dans la cité juste, dans la cité idéale, c'est précisément tout le monde. C'est la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État séparé de l'ensemble des gens. Voilà. C'est ça la cité idéale. La cité idéale, c'est la grande idée communiste de Marx lui-même, qui est un peu oubliée, mais que je voudrais rappeler, c'est le dépérissement de l'État. C'est l'idée que l'existence d'une machine d'État oppressive, séparée, qui doit être perpétuellement validée par des élections, etc., c'est une affaire vieillie, c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument, au nom de ce que Marx lui-même appelait un régime d'association. La capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires. Ce qui est intéressant, et c'est là où, quand vous parliez de l'idée de Marx et de l'idée de l'association, vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, fervent admirateur également de ce qu'on a appelé le mouvement des indignés. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elle se transforme en processus démocratique électoral avec des élections. Oh ben c'est pas ma critique à moi, c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes. Ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections. Mais le principe même des élections... Comme moi je l'ai été en mai 68. Eux aussi ils disent élections piège à con maintenant, maintenant qu'ils ont les partis islamistes dits modérés sur le dos. C'est comme si, après une révolution, une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire, on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections. Ben vous seriez un peu étonné tout de même, C'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui ne sont pas du tout homogènes. Sauf que la revendication, Alain Badiou, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était de pouvoir voter. Oh, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était que les dictateurs s'en aillent. C'était leur revendication unanime. Sur la question du vote, il y a eu d'innombrables débats. Comment, quand, dans quelles conditions? Ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même. En Égypte, par exemple, ils ont été largement tranchés par l'armée. Autant dire par ce qui restait du régime d'avant. Parce que la révolution a été volée par l'armée. Mais les Tunisiens, par exemple... Aujourd'hui encore, le citoyen n'est qu'un électeur, un emprunteur et un consommateur. Il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart la propriété. Le vote des lois par les citoyens, le référendum d'initiative populaire, ou la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires, qui sont des évolutions démocratiques élémentaires, sont systématiquement dénigrés dans les médias. L'Union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en Europe de l'Ouest. Elle est néolibérale et structurellement antidémocratique. Si les peuples européens écrivaient et votaient eux-mêmes les lois de l'Union, Bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après Washington. L'Union européenne est le royaume de Goldman Sachs et de la haute finance, dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains États. Et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé, au service des lobbies ou dans les grandes entreprises. Ce que nous appelons des euros, ce qui est sur notre compte en banque, ce ne sont pas des euros, mais une dette en euros. Ce que nous appelons crédit, prêt ou emprunt, ce n'est qu'une création de monnaie temporaire. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie, mais une oligarchie. Ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur. Ces manipulations du langage empêchent les intellectuels, les politiciens, les journalistes et les électeurs de penser le monde. Elles dissimulent avec habileté le pouvoir sans égal des corporations, de la finance et du secteur bancaire.